Poutine est conscient des limites du système qu'il a mis en place. Pour les dépasser, il a élaboré un vaste projet géopolitique. Son rêve avoué, clairement énoncé dans son discours d'investiture, est désormais de constituer un bloc encore plus vaste et plus riche que la seule Russie. Un ensemble quasiment autosuffisant, pouvant s'imposer sur le marché mondial global. Cette stratégie a un nom, l'Eurasie, une sorte de nouvelle Union soviétique, idéologie communiste en moins. En concurrence depuis toujours avec les États-Unis, qui partagent la même ambition hégémonique, mais échaudée par la crise économique et identitaire de son principal partenaire, l'Europe, la Russie de Poutine se tourne désormais résolument vers son ancien frère ennemi, la Chine. Si la Russie ne peut rivaliser avec la Chine en termes de croissance et de dynamisme, sa puissance militaire et ses ressources naturelles l'autorisent encore à garder la tête haute dans les négociations bilatérales avec son puissant voisin. Le modèle chinois reste largement empreint d'idéologie. Poutine, lui, n'a aucune idéologie. La Chine est tout de même un État-parti. Le parti est la base et le cadre de l'État. Pour Poutine, ce sont les structures de force qui sont la base de l'État et qui encadrent le parti. En Chine, la direction collégiale et les leaders changent tous les 2 mandats. Nous n'avons pas de direction collégiale et Poutine souhaite rester au pouvoir à jamais, alors que les dirigeants chinois sont régulièrement remplacés. La collaboration des 2 pays s'étend aussi à une réelle coopération militaire, comme le montre la plus importante manœuvre navale conjointe qui s'est déroulée récemment en mer de Chine. Un lieu stratégique pour la Chine et la Russie, pour contrecarrer les prétentions japonaises, mais aussi américaines sur la région. Mais cette alliance est fragile. La Russie sait qu'elle ne peut créer un partenariat durable avec la Chine qu'en conservant dans son giron des pays comme l'Iran ou la Syrie, qui lui permettent de faire contrepoids à l'alliance entre les États-Unis et les monarchies du Golfe. Ce sont tous ces enjeux qui peuvent expliquer en grande partie l'inflexibilité de la Russie sur la question syrienne. C'est en quelque sorte la guerre de 2 camps, le camp multipolaire, la Russie, la Chine, l'Iran, Syrie, disons les pays de l'espace eurasien, contre la position de l'hégémonie impérialiste américaine. Pour éviter que la Syrie ne bascule dans le camp occidental, comme la Libye, Poutine a pris le risque, avec l'appui de la Chine, de s'opposer aux résolutions de l'ONU, rendant responsable du massacre son allié Bachar el-Assad. Those against. Poutine se sent d'autant plus légitime sur la question syrienne qu'il assimile les djihadistes qui se sont joints à la lutte contre Bachar el-Assad à la rébellion qu'il affronte dans le Caucase depuis la guerre de Tchétchénie. Et nous avons aussi à l'intérieur de la Russie, dans le Caucase du Nord, les mêmes structures des Wahhabis, des Salafis, liées aux mêmes structures qui font l'appui à la guérilla des opposants à Bachar Assad. Et Poutine regarde Damas comme, en quelque sorte, comme le territoire qui fait l'extension du territoire de la Russie. Je pense que cela est dû avant tout à la peur qu'éprouve la Russie, à l'idée que l'Occident pourrait transformer sa pratique interventionniste en principe politique. Si on décide qu'intervenir est possible, alors on peut intervenir en Ukraine, en Asie centrale, en Biélorussie. Vivement critiqué par les Occidentaux pendant des mois, Poutine parvient avec son intelligence politique à retourner l'opinion à son profit. Fin septembre 2013, l'acceptation de la résolution sur la destruction de ces armes chimiques par le régime d'Assad fait de Poutine un héros de la paix, reconnu par la communauté internationale, au point que certaines personnalités russes veulent proposer Poutine au prix Nobel de la paix. Безусловным, его
участием в разрешении сирийского конфликта. Если бы с ним не удалось бы вот остановить то, что уже практически должно было начаться, да, поверьте мне, да, разбалансирован был бы весь Ближний Восток, практически началась бы Третья мировая война. Вот от чего смог увести наш президент. Le très libéral magazine Forbes le désigne comme l'homme le plus puissant de la planète.